réunis ici, c'est une conférence avec pour thème l'intégration africaine, défis et opportunités. Avant toute chose, je vais accorder la parole au doyen de la faculté qui nous reçoit. Nous sommes dans ce mur. On ne peut pas venir dans la maison de quelqu'un sans que la personne ne vous dise un mot. Monsieur le DG de la Radio-Télévision nationale congolaise, RTNC. Professeur Jean-Emmanuel Pondi et collègues, messieurs les étudiants, messieurs les étudiantes, nous sommes réunis ici pour suivre dans le calme une conférence intitulée « L'intégration africaine, défis et opportunités ». Comme je venais de le dire, cette conférence sera animée par le professeur Emmanuel Pondi, Jean-Emmanuel Pondi, vice-recteur de l'Université de Yaoundé 2, professeur des relations internationales et doyen du Collège des sciences sociales de l'Académie des sciences du Cameroun. Je le présente et je vous prie de l'applaudir. Cette conférence est organisée à l'occasion des activités de la présidence de la République à l'Union africaine, en partenariat avec la Radio-Télévision nationale congolaise. Donc l'activité sera radio-télévisée, et pour cela que j'ai pris mes étudiants de la faculté des sciences sociales, politiques et administratives de ne pas faire de cadeaux au professeur Jean-Emmanuel Pondi et de comprendre qu'il n'y a pas d'intégration africaine en dehors de votre pays, la République démocratique du Congo, qui est au centre et au cœur de toutes les préoccupations d'ordre géopolitique et d'ordre géostratégique dans la sous-région, dans la région africaine et dans le monde. Je ne vais pas éterniser la parole. Professeur Jean-Emmanuel Pondi, chers collègues, je vous retourne la parole. Je retourne, la parole au modérateur qui pourra procéder à la distribution ou à la redistribution des tâches. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur le doyen. Voilà. Nous sommes disposés. Le doyen s'est acquitté de cette lourde tâche de la présentation de notre invité, que je ne veux plus faire. Sauf que je vais essayer de présenter un peu, tout petit peu, en allant un peu dans le détail. Le professeur Jean-Emmanuel Pondi est spécialiste de sciences politiques et de relations internationales. Il est ancien directeur de l'Institut des relations internationales du Cameroun, IRIC en sigle. Il est aujourd'hui vice-recteur chargé de la recherche, de la coopération et des relations avec le monde des entreprises à l'Université de Yaoundé 1. Diplômé tour à tour de l'Université d'État de Pennsylvanie, aux États-Unis bien sûr, de la London School of Economics et de l'Université de Cambridge en Grande-Bretagne. Il est auteur ou directeur scientifique
de 22 ouvrages et 75 articles scientifiques, bien sûr. Il est professeur visiteur dans plusieurs universités africaines, européennes, américaines et asiatiques. À l'instar de l'université de Cambridge, la Johns Hopkins School of Advanced International Studies, à l'Académie diplomatique de Vienne de l'université de Nairobi. L'auteur est doyen, actuellement bien sûr, du Collège des sciences sociales de l'Académie des sciences du Cameroun. Si on peut l'applaudir, s'il vous plaît. Voilà, quand on était de l'autre côté, le professeur Emmanuel Pondi a dit quelque chose qui a retenu mon attention. C'est un Africain qui va parler de l'Afrique aux Africains. Ça, c'est très important. Écoutez ce que nous sommes par notre propre bouche, pas par une autre personne, par quelqu'un qui est comme nous, semblable à nous, qui a notre sang et qui va nous parler de nous. Monsieur le professeur, je vous accorde la parole. Merci, monsieur le doyen, monsieur le directeur général, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, mesdames, messieurs, bonjour. C'est un grand plaisir et un grand honneur pour moi que de prendre la parole à l'université de Kinshasa que j'ai visitée voici 40 ans, quand mon père était ambassadeur du Cameroun à ce qui s'appelait le Zaïre. C'est avec grand plaisir que je reviens sur ce campus et, comme l'a dit le modérateur tout à l'heure, il est important pour les Africains de réfléchir sur l'Afrique et de proposer des solutions africaines aux problèmes africains sans exclure le reste du monde et sans vivre en autarcie, naturellement. Je voudrais vous parler de la thématique suivante, ici à l'université de Kinshasa, réflexion sur l'intégration africaine, 2 points, défis et opportunités. Alors, je voudrais, dans une approche en 3 temps, parler de cette problématique. D'abord, bien sûr, une introduction. La première articulation sera quelle est la nature des défis auxquels sont confrontés les Africains dans la question de l'intégration continentale. Quelle est la nature de ces défis? Dans une deuxième phase, nous allons explorer les opportunités que représente cette situation de problème. Parce que chaque fois qu'il y a un problème, le succès, c'est la capacité de transformer les problèmes en opportunités. C'est la définition même du succès. Je vais donc commencer avec une petite illustration pour montrer le paradoxe du manque d'intégration. Comme vous le savez mieux que moi, Kinshasa et Brazzaville sont les 2 capitales les plus proches du monde. Quand vous êtes sur la berge de la rivière Congo à Kinshasa, il vous suffit, je pense bien, d'avoir un haut-parleur, surtout vers les rapides, d'avoir un haut-parleur, et si votre vis-à-vis est de l'autre côté, ayant un haut-parleur, je crois que vous pouvez converser. C'est bien cela. Voilà. C'est à moins de 5 km, donc à une dizaine, quinzaine de kilomètres en bateau. Le paradoxe de l'intégration, c'est lequel? C'est qu'avant 1960, et pour vous le 30 juin, eh bien, si vous vouliez faire un coup de téléphone en face, voici l'itinéraire de ce coup de téléphone
qui obéit à des réalités non pas technologiques, mais politiques et essentiellement coloniales à l'époque. Votre coup de téléphone que vous composez à partir de Kinshasa va être transféré à Bruxelles, 8000 km. De Bruxelles, il sera transféré à Paris, 400 km. De Paris, il reviendra vers Brazzaville, 8000 autres kilomètres. Quand vous avez calculé, vous avez ajouté ces milliers de kilomètres, ça vous fait combien? En tout cas, autour de 17 000 kilomètres. 17 000 kilomètres que fera le coup de téléphone pour en réalité 4 kilomètres de face à face. Voilà l'un des paradoxes du manque d'intégration. Voilà l'un des paradoxes que nous subissons pour les relations entre nous-mêmes dans un contexte qui était celui de la colonisation. Nous allons donc aujourd'hui, dans une première articulation, aborder les défis qui se posent à la question de l'intégration continentale. Le premier grand défi, et peut-être le plus important, c'est le défi de la mentalité africaine. La mentalité africaine qui est réfractaire à toute idée d'unité, d'union et de collaboration avec d'autres pays africains. La question, c'est pourquoi en sommes-nous là? Et la réponse, elle est troublante. Elle est troublante parce que notre système éducatif ne nous apprend rien sur nous-mêmes et encore moins sur les autres. La plus grande maladie, mesdames et messieurs, ce n'est pas le paludisme, même si le paludisme tue le plus de gens en Afrique. La plus grande maladie, ce n'est pas le VIH-Sida, même si pour l'instant nous n'avons pas encore trouvé de remède à cette pandémie. La plus grande maladie, ce n'est pas le Covid-19, qui pour l'instant a relativement épargné l'Afrique, a fait une hécatombe partout. La plus grande maladie, je suggère, c'est l'ignorance. Parce que l'ignorance accélère le rythme de détérioration dans tous les autres secteurs que je viens de citer. La plus grande des ignorances, celle dont souffrent les Africains, c'est l'ignorance de nous-mêmes. L'ignorance de notre pays, de nos pays, de notre continent. Plus grave encore, la fierté que nous avons de montrer cette ignorance sans avoir une culpabilité. Donc, à partir de ce moment, nous sommes devant un problème sérieux. Quand nous prenons le problème des frontières, qui est la première manifestation de la manière dont l'Afrique a été présentée dans une carte géographique, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que les frontières africaines ont été dessinées à 8000 km du continent concerné. La date, c'est à partir du 14 novembre 1884 jusqu'au 23 février 1885. Se sont assis autour d'une table des Occidentaux qui ont décidé en nos lieux et places quelle portion revenait à tel parmi eux et quelle autre revenait à tel autre toujours parmi eux. Autour de cette table, il n'y avait aucun Congolais
aucun Camerounais, aucun Algérien, aucun Ivoirien, personne. C'est donc cette configuration géographique que nous tenons aujourd'hui pour être la carte de l'Afrique. Vous comprenez donc qu'il y a un problème, déjà, quant à la provenance de ces cartes et quant à leur contenu. Parce que pour l'Afrique traditionnelle et ancestrale, la notion de frontière était considérée sous l'approche conceptuelle de frontières tampons. C'était des frontières tampons, c'est-à-dire des zones de passage entre une civilisation et une autre, entre un groupe ethnique et un autre, entre un lieu géographique et un autre. C'est donc la frontière tampon. Et c'est ainsi qu'il faut comprendre, quand on prend dans l'histoire de l'Afrique, les grands royaumes de l'Afrique de l'Ouest. Le royaume du Ghana, du 9e siècle, était autour de Kumbi-Salé, qui était la capitale de ce royaume. Il va s'élargir géographiquement pour devenir le royaume du Mali, en épousant d'autres frontières, en épousant d'autres configurations. Mais ce ne sont pas des frontières qui sont inchangeables. Elles vont grandir, elles vont être absorbées à l'intérieur du royaume du Ghana, qui devient donc le royaume du Mali. Nous sommes au XIVe siècle. Le même royaume du Mali va se muer au XVIe siècle en un royaume qui s'appelle le royaume Songhai. Le royaume Songhai est donc en fait la continuation du royaume du Ghana jusqu'aux berges de l'Adamawa, c'est-à-dire aux portes du Cameroun. Un immense royaume. La particularité, c'est le concept de frontière tampon. Pour les Occidentaux, la frontière est une frontière limite, c'est-à-dire un mur infranchissable. Il s'agit là de deux concepts bien différents. Les royaumes africains sont des royaumes multiculturels, c'est-à-dire qui acceptent une différence comme naturelle à l'intérieur de ces aires géographiques. Donc, vous voyez que nous parlons de la même chose. Ce sont des frontières, mais en fait, ce n'est pas le même concept. Le nôtre est un concept de frontière passerelle en tant qu'un pont, alors que pour l'Occident, le frontière est un mur étanche. Et à partir du moment où on établit donc ces murs, nous allons constater que les pays qui vont s'arroger ces frontières vont dessiner 80 000 km de frontières. 80 000 km de frontières entre 1885 et 1910. Nous sommes précis dans la chronologie. Ces tracés sont faits par 87% des pays occidentaux. La France est impliquée à 32% des frontières. La Grande-Bretagne, 26,8% des frontières. Pour les deux, ça fait 60% des frontières déjà, qu'ils ont tracées, qui se sont accaparées. L'Allemagne, 8,7% des frontières. La Grande-Bretagne, 26,8%, je l'ai déjà dit. La Belgique, 7,6% des frontières. Le Portugal, 6,9% des frontières. Quand vous prenez tout ceci, ça vous donne déjà 82% des frontières tracées, c'est-à-dire des 80 000 km. Ensuite, il y a la Turquie. Oui, la Turquie. 4% des frontières. N'oubliez pas que c'était l'Empire ottoman
qui s'est disloqué, bien sûr, à la fin de la Première Guerre mondiale. Vous avez l'Italie, 1,7% des frontières, et enfin l'Espagne, 1,5% des frontières. Voilà les pays impliqués dans le traçage des frontières africaines. La question la plus simple, c'est sur le plan juridique, sur le plan moral, sur le plan éthique, de quel droit ces gens, ces personnes, se donnent-ils ce pouvoir de s'accaparer les sols de nos ancêtres à nous? C'est ça la question. Pouvez-vous aller en Normandie, ou bien en Écosse, ou bien en Flandre, dire « ça c'est ma portion de terrain. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui contrôle ici ». La réponse est non. Et la question est pourquoi la réciproque serait-elle non seulement acceptée, mais imposée comme la norme? Voilà l'un des problèmes qui sera un frein à l'intégration. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de chaque frontière, les pays que je viens de citer vont s'atteler à inculquer leur langue, leur culture, leur civilisation et leur logique. Plus grave encore, à interdire que ne soient utilisés les parlers locaux au motif que ces parlers seraient barbares et primaires. Je dis bien seraient. Nous avons donc été éduqués dans cette délégitimation de l'Afrique, dans cette honte d'être africain, dans cette gêne d'être nous-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle vous avez beaucoup d'Africains qui sont fiers de ne rien savoir sur l'Afrique. Mais je dis que c'est inadmissible. Celui ou celle qui ne sait d'où il vient ne pourrait prétendre savoir qui il est et encore moins où il va. C'est simple. Nous sommes donc des entités hybrides, perdues, qui ne comprennent pas la dislocation de notre continent. Il y a beaucoup de jeunes parmi vous qui pensent que la carte de l'Afrique est une carte qui a toujours été comme ça. Elle a à peine 100 ans. L'Afrique, c'est 400 000 ans, au moins. L'Europe, c'est 70 000. Les Européens sont apparus sur la Terre il y a seulement 70 000 ans. Donc, ils sont tout récents par rapport à nous. Alors, c'est important pour nous de comprendre que la configuration géographique est source de tensions, de problèmes, parce qu'elle est une juxtaposition des civilisations et des cultures qui sont à 8000 km de chez nous et qu'on nous a demandé d'assimiler et finalement de digérer. C'est un problème. Quand il s'agira maintenant de procéder à l'intégration, comment allons-nous procéder? Telle est la question. Et l'école africaine est ce qui a d'abord été écarté. J'espère que vous le savez. Il a été interdit, comme je l'ai dit, de parler nos langues. Or, dans la civilisation africaine, il n'y a pas de lieu qu'on appelle école. Il n'y a pas un lieu géographique. L'école est un processus qui commence dès votre initiation de classe d'âge jusqu'à la fin de votre vie. Où chaque jour, à chaque instant et à chaque heure, vous êtes en apprentissage permanent dans nos villages. Et qui sont vos instituteurs? C'est toutes ceux et toutes celles qui ont l'âge de vos parents, qui sont vos instituteurs. Donc ça veut dire que dans un village, s'il y a 200 adultes, vous avez 200 maîtres et 200 instituteurs qui ont le droit de vous corriger. Il n'y a pas non plus dans notre système de séparation en termes de discipline.
mathématiques d'un côté, sciences de l'autre, histoire d'un côté. Non, l'école africaine est une école globale où on apprenait les choses de manière ludique. Donc on était au courant de ce qui se passait, dans sa culture, dans ses proverbes, dans son histoire. L'homme et la femme africaine étaient donc des gens équilibrés, du fait qu'ils savaient qui ils sont, d'où ils viennent et la relation avec leurs ancêtres. Aujourd'hui, nous avons été déconnectés. Et pire encore, nous sommes les principaux avocats de la cause anti-africaine. Il y a beaucoup parmi vous qui croient que le thème de l'intégration africaine est une illusion, est une utopie. Beaucoup parmi vous, ça je le sais, si j'en juge par les jeunes avec qui j'ai des interactions au niveau de l'université au Cameroun. On me dit, mais professeur, vous êtes un doux rêveur. Tout ce que vous dites là, c'est impossible. Ça n'arrivera jamais. Vous vous peinez pour rien, professeur. Les forces qui sont contre nous sont imbattables. Je vous dis aujourd'hui que c'est faux. C'est faux. Il faut croire à ce qui semble impossible. L'exemple le plus simple, c'est celui de l'avion. En 1902, il n'y avait pas d'objet volant. Mais deux frères, les frères Wright, c'est eux qui ont inventé la notion d'un objet volant. L'avion. L'idée selon laquelle un objet quitte le sol, va à 10 000 mètres d'altitude, il reste 6 heures, 8 heures, 10 heures, et se dépose après comme une feuille sur une piste, était considérée comme une idée anti-physique, contre les lois de la physique. Effectivement. Mais aujourd'hui, à force de persévérance, cette idée saugrenue, parce que les frères Wright, on leur avait conseillé d'aller dans un hôpital psychiatrique. Parce que ce qu'ils disaient était tellement absurde qu'on disait que c'est impossible. Aujourd'hui, le moyen le plus sûr pour voyager, c'est l'avion. 1 million de décollages par jour, 1 million d'atterrissages par jour. Vous avez plus raison d'avoir peur quand vous rentrez dans une voiture, parce qu'elle est plus dangereuse pour votre vie que dans un avion. Et c'est le résultat de la persévérance. Il faut croire contre toute chose que ce n'est pas parce que les gens croient que c'est faux que c'est nécessairement vrai que c'est faux. Donc l'idée d'une intégration continentale est notre seule voie de salut. Si l'Afrique doit s'en sortir, l'Afrique ne peut le faire qu'en regroupant ses énergies, ses savoirs, ses connaissances pour marquer le monde de façon indélébile. Donc c'est très important, cela. La deuxième chose, c'est en réalité, après les frontières, c'est bien sûr le système éducatif dont je viens de parler, mais c'est aussi la formation d'un leadership de l'intégration. Où sont nos écoles où les différents leaders africains se réunissent pour parler du même objet? Où sont-elles? Nous les avions dans le passé, mesdames et messieurs. Nous ne les avons plus aujourd'hui. Ces écoles, c'était quoi? C'était Makerere, en Ouganda. Et ce n'est pas un hasard si Julius Nyerere, Kenneth Kaunda, Jomo Kenyatta, Milton Obote, toutes ces personnalités d'Afrique de l'Est ont été moulées à la même école de l'Afrique et de l'amour de l'Afrique. Ce n'est pas un hasard par conséquent si la East African Community a été créée et a été la plus efficace des organisations d'intégration africaine après
la fin de la colonisation. Ce n'est pas un hasard, parce qu'ils avaient des vues convergentes. Comment allons-nous voir les choses de la même manière si on vous enseigne que vous, en tant que Congolais, vous n'avez rien à voir avec les autres Africains? C'est faux, puisque notre sort est lié. Ayant eu pratiquement la même histoire, nous avons nécessairement le même futur. Il faut bien vous rappeler ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas le cas de l'Union européenne. Ce n'est pas le cas de l'ALENA. L'ALENA, c'est bien sûr la zone de libre-échange nord-américaine. Ils ont leur histoire, ils ont leur culture, ils ont leur manière de voir. Mais nous avons la nôtre qui est commune. Une domination, une subjugation et surtout un mépris de notre civilisation qui est la source de toutes les civilisations humaines. Chaque être humain, mesdames et messieurs, sur la terre est afro-descendant. Ne l'oubliez jamais. Donc, quand on a fait le tour, on revient sur ces principes. Alors, je reviens pour dire que le principal défi que nous avons, c'est l'attitude mentale que nous développons vis-à-vis de la notion d'intégration. Et nous avons plusieurs manières de marquer cela. Nous sommes persuadés que la solution aux problèmes africains ne peut venir que hors d'Afrique. Ça, c'est une conviction qu'on retrouve chez beaucoup d'Africains. Or, c'est exactement le contraire qui est vrai. Dans l'histoire de l'humanité, il n'existe aucun exemple, je dis bien aucun, où une civilisation par philanthropie est venue en aider une autre pour s'en sortir. Ça n'existe pas. L'Afrique, qui est le réceptacle de 45% de tous les minerais du monde, ne peut être que l'enjeu central du XXIe siècle. C'est pour ça que ce sont les Africains qui ont bâti une partie de l'Europe, qui ont bâti les États-Unis, et dont les minerais et les richesses sont en train de bâtir la prospérité chinoise au moment où nous parlons. D'où vient-il que quand nous disons que cette prospérité doit être mise au service de l'Afrique, nous sommes considérés comme des doux rêveurs? D'où vient-il que la plupart des Africains veulent quitter l'Afrique où se trouvent les richesses pour courir et s'engouffrer vers des endroits où se transforment leurs richesses? N'est-ce pas un paradoxe? Pourquoi? Parce que les minerais dont je viens de parler ne sont que des ressources, mais ne sont pas des richesses. Ça ne sert à rien de donner la liste du cobalt, comme ici vous avez le cobalt, le manganèse. Ça ne sert à rien tant que ce n'est pas utilisé pour améliorer la qualité de vie des individus qui vivent sur ces terres. Là, ça devient des richesses. Mais pour l'instant, ce sont des ressources. Point. Et rien d'autre. Voilà le paradoxe d'une Afrique assise sur une richesse incommensurable que tout le monde connaît en dehors des Africains eux-mêmes. Pourquoi? Parce que dans leur salle de classe, on ne leur en parle jamais. Et ce n'est pas un hasard, mesdames, messieurs. Si vous êtes tenus ignorants de tout ce que vous avez, ce n'est pas un hasard. C'est de manière à ce que l'exploitation et la transformation de ces ressources en richesse se fassent toujours de manière extravertie. Et c'est pour ça que vous allez voir qu'aucune capitale africaine, jusqu'à très récemment, n'était reliée entre elles. Aucune. Pour aller de Kinshasa à Pretoria, ou de Kinshasa à Lusaka, ou de Kinshasa, bon, pour ce qui est du Brazza, c'est clair, c'est évident, à Yaoundé,
il n'y a pas de route pour vous y amener. Il n'y en a pas. Ce n'est pas un hasard. Toutes les routes sont configurées de l'Interland vers les ports d'exportation. Voilà la configuration géographique et géoéconomique de l'Afrique. Ça veut dire que les citoyens qui y vivent, cette ressource ne leur est pas destinée. C'est ça que ça veut dire. C'est destiné à d'autres. Et qui construit ces chemins de fer? Ce sont vos arrière-grands-parents. Ce sont vos grands-parents. C'est eux qui ont construit cela. Parce que quand on dit, oui, la Belgique, par exemple, a construit les chemins de fer. Non, c'est une fausseté historique. Ce sont les Congolais qui ont construit cela sous la duresse de la Belgique. Oui, c'est ça la réalité. Donc, il faut faire très attention à la transfiguration de l'histoire. Nous devons tout faire pour rester au centre de notre propre récit dans tous les domaines. C'est un impératif. L'Afrique ne se développera jamais si nous continuons à penser que nous sommes à la marge du monde. Jamais. Donc, vous voyez que le système éducatif contribue à la non-manifestation de l'intégration parce que nous ne savons rien les uns des autres. Maintenant, il y a eu, je passe à la deuxième partie parce que l'on peut rester indéfiniment sur la première, il y a eu quand même, en termes de défis à relever et des opportunités, depuis une centaine d'années, et surtout une soixantaine d'années, il y a eu des avancées qu'on ne pourrait nier. La première avancée, bien sûr, a été la création de l'OUA, que beaucoup ont contesté, mais il vaut mieux ça que rien. Je ne suis pas de ceux qui sont d'avis qu'il faut détruire ce qui existe pour le remplacer par rien. Ce n'est pas une bonne approche. L'OUA a été créée le 25 mai 1963 à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie. Mais en fait, l'OUA finalement s'avérera être une instance d'harmonisation des politiques étrangères des États africains. Point. Quand on regarde vraiment ce à quoi a servi l'OUA jusqu'à présent. Et c'est ainsi qu'ils ont été capables de combattre l'horrible hydre de l'apartheid. Ça a commencé à Kikwit. Ensuite, ça a commencé en Zambie, après, et ça a continué dans ce qu'on appelait les pays de la ligne de front, qui sont bien sûr le Zimbabwe, la Zambie, mais aussi le Nigeria, comme ligne de front contre l'apartheid. L'OUA a donc été fondamentale pour un combat comme celui-là. L'OUA, qui est né donc en 1963, et dont l'acte de transition, pas de décès, est du 9 juillet 2002 à Durban, en Afrique du Sud, va se transformer, et le nouveau texte de l'OUA, c'est l'acte constitutif de l'Union africaine, qui va prendre en compte les données du XXIe siècle, c'est-à-dire la place des femmes, puisque l'Union africaine est la seule institution au monde à avoir une parité exacte. 10% de commissaires, 5 hommes, 5 femmes. C'est la seule. L'Union africaine va donc se signaler au monde la place des femmes, le droit des enfants, et va insérer un nouveau type de structure. Maintenant, ces structures vont aider à l'intégration continentale. Comme par exemple le Parlement panafricain, qui est à Milrand. Milrand, c'est en Afrique du Sud. L'idée, c'est que les peuples africains puissent discuter entre eux, puissent échanger et puissent trouver des résolutions à leurs problèmes en direct. Il n'y a pas de Parlement panafricain dans la charte de l'OUA. Il y en a un dans l'acte constitutif. L'acte constitutif va aussi créer la commission des sages. Et ça, c'est en respect à notre tradition africaine, où les vieux sont censés être dotés de sagesse. Je dis censés parce que
La plupart du temps, c'est vrai, mais il y a aussi des sages, des vieux qui ne sont pas toujours sages. Ça, c'est une vérité aussi. Donc, l'acte constitutif va mettre tout ceci en marche, mais l'acte constitutif va faire quelque chose de fondamental pour l'intégration du continent, c'est de doter notre continent Afrique de structures financières. Jusqu'à présent, nous avons été habitués, formatés, pour toujours tendre la main. L'Africain ne fait pas de discours sans avoir fait des doléances à, entre guillemets, la communauté dite internationale. C'est un réflexe que nous avons. L'acte constitutif de l'Union africaine va tenter de mettre fin à cela en créant 3 structures de financement de notre développement, donc de notre intégration, donc de notre autonomie continentale. Il s'agit de la banque d'investissement dont la capitale, dont le siège, est à Sirte, en Libye. Il s'agit de la Banque centrale de développement dont le siège est à Abuja. Il s'agit du Fonds monétaire international dont le siège est à Yaoundé. Voilà les 3 structures chargées de restaurer la dignité de l'Afrique et d'accélérer son intégration. Pour la première fois de son histoire, l'Afrique était en situation de concevoir des projets et de les financer. Malheureusement, ça n'aura pas lieu. Muammar al-Kadhafi, guide leader de la Libye, parce qu'il n'aimait pas qu'on l'appelle président, il nous a dit qu'on ne faut pas utiliser le terme président. Je me suis rendu 4 fois en Libye, mais pas sur son invitation, c'était plutôt pour le compte de l'Union africaine. Et je dois dire avec fierté que j'ai déjà visité 37 des 55 pays d'Afrique. Et mon rêve est, avant de mourir, de visiter les 55. Ça sera pour moi une fierté. On ne peut pas parler de ce qu'on ne connaît pas, on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Donc c'est important. Moi, je vous exhorte à explorer votre continent. Vous allez en découvrir l'extraordinaire vitalité. Donc, je reviens sur ces 3 instruments dont l'objectif était précisément de restaurer la dignité africaine. Je dois vous dire quelque chose qui ne devrait pas vous étonner. Muammar el-Kadhafi va signer son arrêt de mort quand il va décider la finalisation du FMA, le Fonds monétaire africain. La personne qui était chargée en tant que point focal de finaliser la mise en œuvre, c'est un professeur d'université, un ami à moi, qui est professeur de sciences économiques, spécialiste d'économie monétaire à l'université de Yaoundé 2 au Cameroun. C'est lui, en tant que point focal, qui me donne les informations que je m'en vais vous livrer. Était déjà parvenu à Yaoundé 16 milliards de dollars venus d'Algérie, pour le FMA. 12 milliards de dollars venus de la Libye. 3 milliards de dollars venus de l'Afrique du Sud et 3 milliards de dollars venus du Nigeria. Je ne suis pas en train de dire que nous attendions, qu'on avait espoir que ça arriverait. Je suis en train de dire que ça avait été transféré et réceptionné à Yaoundé, capitale du Cameroun. Il s'agissait donc d'arrêter la date de convocation pour l'ouverture du Fonds monétaire africain. Comme par hasard, dans l'entretemps, est exécutée la mise à mort de Muammar el-Kadhafi en octobre 2011. Et ça se comprend.
Que ferait le FMI alors dans ce cas? Puisque 80% de son activité, c'est sur l'Afrique. La Banque mondiale, c'est la même chose. N'oubliez jamais que la Banque mondiale, son nom, c'est la BIRD. La banque pourquoi? L'investissement et la reconstruction pour le développement de l'Europe. La Banque mondiale est une banque pour la reconstruction, oui, mais de l'Europe. Donc ce n'est pas un instrument censé servir l'Afrique, mais elle le fait aujourd'hui à 70%. Tous ces programmes sont supposés être pour relever l'Afrique. Mais la question que je vous pose, mesdames et messieurs, mes chers étudiants, peut-on être en voie de développement pendant 60 ans? 60 ans. C'est qu'il y a quelque chose, quelque part, qu'il faut revoir. Aucun continent n'a été en voie de pendant tant de temps. La Chine, c'était à peine 20 ans. Singapour, tous ces pays, 20, 30 ans. Japon, même chose. 1945, dès 65, le Japon était déjà la 3e puissance économique du monde. Après Nagasaki et Hiroshima, août 1945, 4 août et 6 août 1945. Après cette catastrophe où ils ont été anéantis, 1965, le Japon était la 3e puissance économique mondiale. Nous sommes depuis 60 ans, 60, en voie de quelque chose. Nous devons quand même commencer à nous poser des questions. Nous n'avons peut-être pas les réponses, mais au moins faut-il avoir les bonnes questions pour espérer arriver aux bonnes réponses. Et notre système éducatif, africain en général, ne nous prédispose pas à poser des questions, mais plutôt à répéter des dogmes, soi-disant venus d'ailleurs. Donc, voilà un peu. La première chose, donc, c'est qu'il y a eu des choses qui ont été faites, il y a des actes qui ont été posés, et les Africains ont commencé à se relever petit à petit. Maintenant, je vais prendre un autre chemin pour parler de l'intégration, pour dire que quand vous regardez le paysage économique africain, vous constatez qu'il y a des multinationales qui sont nées depuis ces 30 dernières années. Je ne suis dans aucun des conseils d'administration de ces multinationales. Je préfère vous le dire tout de suite pour qu'il n'y ait pas erreur dans mon approche. Mais il est important pour nous de savoir que les outils de l'intégration peuvent prendre d'autres visages que ceux qui nous sont souvent suggérés. Ces outils de l'intégration, selon moi, c'est d'abord, bien sûr, la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf, dont on a parlé pour la toute première fois en janvier 2012 et qui finalement, le 1er janvier 2021, la ZLECAf est mise en place de manière définitive. La ZLECAf, la zone de libre-échange continental africain, est la bouée de sauvetage de l'Afrique. Or, est-ce que nous en parlons ici à l'université? Est-ce que nous en discutons à l'université? Est-ce que nous révolutionnons nos systèmes économiques pour que ceux-ci puissent répondre en termes de fourniture de produits? Parce que c'est la zone de libre-échange la plus grande au monde, avec 1,3 milliard de consommateurs. Si nous, les Africains, nous ne l'avons pas compris, les autres l'ont bien compris, parce qu'eux, ils se préparent à envahir notre ère économique et à nous doubler une fois de plus, parce que nous ne sommes pas réactifs. Nous devrions tous, je dis bien tous, retourner faire des affaires, créer des sociétés, des firmes pour vendre aux autres pays africains. On a 30 millions de kilomètres carrés. La surface de l'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés, qui correspondent, il faut bien me suivre, à la surface des États-Unis, 9 millions, de la Chine, 9 millions de kilomètres carrés, de l'Inde, de l'Europe, du Canada
etc. Tout cela à l'intérieur du territoire africain, dont l'Afrique est immense. Eux, ils le savent. Nos partenaires en haut développement, c'est comme ça qu'on les appelle ces temps-ci, je crois. Et par rapport à nous, nous ne le savons pas. Donc c'est important de savoir que la ZLECAf est une réponse probante et importante pour l'intégration du continent. Mais elle ne sera pas un succès si nous n'avons rien à proposer. Il faut donc reconfigurer les capacités de production des économies africaines de manière impérative. Maintenant, parce que qu'est-ce que vous constatez? Les grandes surfaces occidentales sont en train d'entrer. Vous avez vu, ils sont en train de construire des grandes surfaces ici. Pourquoi? C'est pour contourner justement la ZLECAf. Ces grandes surfaces et ces multinationales doivent être africaines, de part et d'autre de l'Afrique. C'est très important. Maintenant, quand nous regardons bien, nous observons que l'Afrique a produit énormément de banques transafricaines. C'est très important. Vous avez Ecobank, par exemple, fondée en 1985 au Togo et qui est présente dans 36 pays africains. C'est ça l'intégration, hein, concrètement. 36 pays africains, Ecobank. D'accord? 20 331 employés et 11 millions de clients seulement. 11 millions de clients seulement. Parce que pour une population d'1,3 milliard d'habitants, il faudrait qu'on ait au moins 100 millions de clients pour commencer à être satisfait. Mais le taux de bancarisation en Afrique est très bas, moins de 10%. Parce que ce n'est pas dans nos habitudes. D'accord? Vous avez Standard Bank, qui est sud-africaine, créée en 1862, du temps de l'apartheid, il faut reconnaître. Présente dans 38 pays, dont 18 en Afrique. C'est la première banque d'Afrique, d'accord? Et Ecobank est la deuxième banque d'Afrique. Vous avez Afriland First Bank, fondée en 1987. C'est très important de comprendre tout ceci, est présente dans 9 pays africains. Et parmi ces banques, je cite encore la banque marocaine, Attijari Wafa Bank du Maroc, qui est la première banque du Maroc et la 4e banque africaine. 10 millions de clients avec 20 602 employés. Pour moi, ces structures sont les structures de l'intégration moderne du continent. Et c'est pour ça que je ne vous ai plus parlé de la CEDEAO, je ne vous ai plus parlé de la BEAC, etc. Parce que je pense que ces structures privées peuvent aider à la construction du continent en matière d'intégration. Mais n'oublions pas, des structures comme Ethiopian Airlines, par exemple, qui est dans combien de pays africains? Dans 39 pays africains. Et qui a été créé le 23 décembre 1945. Donc Ethiopian est plus vieille que Air France, par exemple. D'accord? Et vous avez encore beaucoup d'Africains qui vous disent « Ah, je ne suis pas sûr, hein, je n'entre pas là-dedans parce que c'est piloté par des Africains. » Nous devrions avoir honte de nous-mêmes quand nous réfléchissons comme ça. Donc, si vous voulez, nous avons des instruments nouveaux qui peuvent accélérer le processus et la dynamique d'intégration à condition que nous adaptions ces instruments à notre culture. Nous disons par exemple que 80% de l'activité économique en Afrique subsaharienne est dans l'informel et 20% seulement est dans le formel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, pour nous, le formel, c'est les 80%. Et l'informel, c'est les 20% en ce qui nous concerne, et non pas le contraire. On doit donc arrêter d'importer des approches qui sont inappropriées à nos contextes.
avoir le courage de restructurer la pensée africaine pour qu'elle serve le consommateur africain, le citoyen africain, mais à l'échelle du continent et non du pays. L'Afrique ne pourra être puissante, ne pourra être valable que quand les 1 milliard d'habitants seront pris en compte dans la marche du monde. Je voudrais conclure, Monsieur le Doyen, en disant ceci. Il y a beaucoup de pêcheurs en eau trouble qui véhiculent l'idée selon laquelle une Afrique unie est une fantasmagorie, est une vue de l'esprit et qui n'existe que dans la pensée de quelques penseurs isolés africains comme les Freddy Mulumba et moi et d'autres. Je voudrais dire que la véritable utopie, c'est de penser que les frontières qui ont été illégalement et illégitimement tracées hors d'Afrique constituent notre référence primaire et primordiale. C'est une illusion. Nous devons reconstituer cette Afrique comme elle existait avant le 14 novembre 1884. C'est notre mission, c'est notre responsabilité. Je ne veux pas dire que l'Afrique était idyllique et qu'il n'y avait pas de problème en Afrique, qu'en Afrique ne coulait que le lait et le miel. Non, ce n'est pas vrai. Il y avait des conflits en Afrique, il y avait des guerres en Afrique, il y avait même l'esclavage intra-africain. Tout ça, c'est vrai. Mais nous avions une cohérence culturelle, nous avons une fierté d'être qui nous sommes et nous savions d'où nous venions pour savoir où nous allons. Aujourd'hui, nous ne sommes plus des Africains dans le sens culturel du terme. Nous ne sommes pas des Occidentaux parce que nous ne sommes jamais appelés à l'être. Qui sommes-nous? Nous sommes donc des êtres hybrides. Et la manipulation est plus facile quand vous avez affaire à des gens qui sont hybrides, c'est-à-dire désorientés, ne sachant qui ils sont, encore moins où ils iront. C'est de cela que nous devons être conscients. C'est à cela que nous devons mettre fin et le lieu pour le faire, c'est l'université. Mais une université consciente, une université fière et surtout une université audacieuse. La jeunesse, c'est la capacité d'oser inventer le futur. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Et nous allons donner la parole au DG. Il va, dans quelques minutes, il va être bref pour nous dire ce qu'il a. Merci. On a pris cette initiative au nom de la télévision nationale congolaise, Radio-Télévision nationale congolaise, pour collaborer avec l'université de Kinshasa. Désormais, on va commencer à faire des conférences ici, ou bien vous pouvez nous inviter, que ce soit aux facultés de sciences économiques, sciences politiques. On enregistre pour que notre peuple apprenne ce qui se passe à l'université. Généralement, vous parlez ici, mais le peuple ignore. Donc, nous voulons qu'il y ait quand même une certaine collaboration entre la société et l'université. Donc, sans université, il n'y a pas de société. Ça, aujourd'hui, vous voyez la Chine, vous voyez l'Allemagne, vous voyez l'Amérique, toutes ces grandes puissances. Tous ces pays sont puissants, c'est parce que les universités ont travaillé. Donc, en Afrique en général, nos universités sont abandonnées. Donc, nous, on a pris conscience. Pour reconstruire l'Afrique, reconstruire notre pays, il faut que la science s'implique. La science n'est pas dans la rue. La science se trouve à l'université. Et surtout, nous allons passer. Ceux qui vont gérer ces pays demain, c'est vous, la jeunesse. On doit vous former. J'ai été en Chine. J'ai fait 10 voyages en Chine pendant 10 ans. Chaque fois quand on part en Chine, on voit des jeunes gens, 20, 21 ans, qui nous conduisaient. Nous, on était un peu déjà âgés. Mais c'est pour que ces enfants comprennent comment le monde fonctionne. On les prépare. Mais ce n'est pas le cas chez nous. Donc nous avons le devoir de vous préparer. L'Afrique a tout.
mais l'Afrique est dominée, l'Afrique est pauvre. Ce n'est pas normal. Nous sommes les seuls continents, les derniers continents où vous avez encore de jeunes qui pensent aller vivre en Europe, qui traversent même les océans. Aujourd'hui, on vend encore les Noirs. Je ne sais pas, dernièrement, il y a eu une vente de Noirs en Libye, en Mauritanie. Qui en parle? Donc, si nous vous parlons, c'est pour que l'histoire ne se répète. 5 siècles de domination, esclavage, traite négrière, colonisation, domination, ça doit s'arrêter. Donc c'est vous qui devrez changer de paradigme, qui devrez travailler pour libérer l'Afrique et libérer le Congo. Et je termine par cette idée, pour vous jeunes, vous ne connaissez pas. Sans le Congo, il n'y a pas d'Afrique. Prenez conscience, toute l'Afrique nous attend. Seulement Kinshasa, vous êtes dans la bière, dans la danse. Tout le monde pense devenir politicien pour avoir une voiture, une maison. Vous devez avoir des ambitions de grandeur. Être parmi les grands intellectuels, les grands écrivains, les grands professeurs d'université. Aujourd'hui, quand on est sur le campus, c'est la bière et la musique, c'est dangereux. Donc il faut une rupture pour que demain, qu'on ait des élites capables de gérer cet État. Nous sommes une puissance au service des peuples africains et au service du peuple congolais. Donc, prenez conscience, organisez-vous, étudiez, lisez. Et il faut aussi avoir des repères. Nous, quand on a grandi, il y avait Moudimbe Ngal. Je me rappelle, j'étais encore en 4e secondaire à Kananga. Nos grands frères sont partis assister à une conférence de Moudimbe. On dit, les savants sont venus parler à Kananga. C'était une grande information. Vous ne deviendrez pas grand si vous n'avez pas les savoirs. Il faut avoir des ambitions de grandeur. Ce pays a besoin de gens qui pensent grand pour les gérer. Et non les gens qui pensent voiture et maison et la belle vie. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le DG. Il n'y a pas de société sans université. Voici la nôtre, l'université de Kinshasa. Face à moi, nous allons passer à un échange de jeux questions et réponses, commentaires. Merci beaucoup, professeur, monsieur le modérateur. Je saisis cette occasion pour remercier monsieur le doyen de la faculté. Ça fait quand même longtemps ici, dans cette faculté, depuis le départ du professeur Chomba, que nous assistons à ce genre d'activité. Ça n'a plus eu lieu. Voilà, c'est une raison pour que nous vous félicitions. On retient que cela pourrait désormais être une pratique et une habitude. Je remercie le DG, Freddy, dont le souci pour la formation de la jeunesse est désormais de plus en plus ancré. Il est reconnu en cela. Je lui souhaite une longue carrière à la RTNC pour que cette activité se pérennise, parce qu'on ne sait pas après lui ce que ça pourrait devenir. Moi, je m'appelle Chulumbaï, je suis enseignant de relations internationales et droit international public. Je suis avocat à la Gombe, voilà, et je suis enseignant ici. J'ai suivi, ça ne sera pas vraiment une question, mais un peu d'observation. Lorsqu'on dit ici qu'il n'y a pas d'État sans université, c'est vrai. Nous, les universités ici, nous en avons. J'ai suivi avant-hier le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire qui disait que nous sommes à 1225 établissements d'enseignement public. Nous sommes donc le 3e pays après les États-Unis et la Chine. Il faut dire que c'est 1225 établissements d'enseignement public pour 2200 professeurs. Ça signifie un professeur ou 2 professeurs par université. Je crois que la première réforme est à
à commencer par là. Avant d'inviter les jeunes à s'engager, il faut que nous les engagions dans une révolution universelle, universitaire plutôt sérieuse. La première difficulté que nous avons, elle est celle-là. Pour la seule ville de Kinshasa, aujourd'hui, on vous compte pratiquement 22 départements de relations internationales. Mais lorsque vous parlez de l'Afrique, il faut noter que l'intérêt ici, au Congo, pour l'Afrique, n'est que congru. Hein? C'est pourquoi c'est très important que ce genre de débat soit ici amorcé. Nous avons quand même ici des gens, de panafricanistes, de gens qui ont tenu ce flambeau. Je pense ici au professeur Ndesho Riosé qui nous a quittés, au professeur Gervais Kabamba ou encore au professeur Nguyandila et tant d'autres. Nous-mêmes, nous les avons suivis, mais l'Afrique n'est pas tellement connue au Congo. Voilà pourquoi, une fois de plus, je loue cette initiative et j'invite souvent nos jeunes à s'y employer. Mais ici, je voudrais noter que chaque fois que nous parlons du recul et de la stagnation de l'Afrique, on en parle souvent sous l'angle de lamentation, comme si nous étions seulement victimes des autres. Il faut noter que sur le plan tant sociologique, politique et même philosophique, nous sommes peut-être, nous Africains, la cause de ce que nous sommes et de ce que nous devenons. Lorsque vous voyez les luttes de pères fondateurs de l'Afrique, notamment avant les années 60, les années d'indépendance, nous avons connu la classe des pères de Kwame Nkrumah et les autres. À l'époque, c'était l'Afrique doit s'unir ou mourir. Et il y avait une grande dénonciation, bien évidemment, du tracé des frontières du Conseil européen à Berlin, qui était considéré toujours ici comme arbitraire, à bien des titres. Premièrement, parce qu'il nous a créé ce facteur irrédentaire qui nous empêche probablement des États pacifiques et véritablement souverains, mais aussi parce que la frontière africaine que nous avons considérée comme injuste, comme tracée arbitrairement, nous avons été le premier continent au monde à la sacraliser. Nous, c'est nous qui, après les slogans sur l'Afrique doit s'unir ou mourir, lorsque nous sommes devenus indépendants, nous avons pensé qu'il fallait que les entités africaines vivent en vase clos. Et on a ainsi donc institué l'un des principes les mieux stables du droit international moderne, le principe d'intangibilité des frontières, hérité du colonisateur, comme pour dire que les intellectuels d'alors avaient bien évidemment estimé que ce principe était normal et que les frontières n'étaient plus arbitraires. Aujourd'hui, je pense qu'il n'appartient pas à nous de s'en plaindre, mais plutôt d'agir. Deuxième petite observation, c'est par rapport à ce que vous avez dit, professeur, et ça j'ai aimé. Lorsque vous parlez de l'acte fondateur de l'Union africaine comme un acte transitoire, comme un acte transitoire. Je véritablement aimais le mot utilisé, le concept utilisé, bien que maintenant dans la définition, nous voyons transition de manière différente, vous et moi. Par exemple, parce que moi je ne prends pas l'acte constitutif de l'Union africaine comme acte transitoire dans le sens de dire que c'était une prolongation des idées d'Addis Abeba, donc de l'OUA, mais plutôt comme un acte transitoire dans ce sens qu'il est appelé à passer et à céder place à des structures bien stables, bien africaines, parce que l'Union africaine telle que conçue à ce jour, c'est du mimétisme, purement du mimétisme institutionnel. Lorsque vous avez soulevé un problème important ici, la participation des peuples africains aux travaux de l'Union africaine, ça a été l'une des grandes innovations de la charte de l'acte constitutif de l'Union africaine. Mais cette participation, à quoi elle rime en réalité aujourd'hui? Si vous voyez la mosaïque telle que construite dans l'acte fondateur de l'Union africaine, vous réaliserez que le besoin des Africains dans cet acte n'était pas, comme vous l'avez souligné ici, de passer à l'intégration, mais plutôt de demeurer souverainistes à souhait. Pourquoi? Parce que, principalement, les structures interétatiques ont été maintenues et leur pouvoir même renforcé. Vous avez énuméré ici ce qu'on peut considérer comme structure supranationale, notamment la fameuse
plutôt le fameux Parlement panafricain de l'Afrique du Sud. Mais en réalité, en quoi ce Parlement est-il une structure supranationale pour prétendre et sérieuse? Dans ce sens que, partons d'abord de modalités. Qu'il a reçu de l'acte constitutif un simple pouvoir consultatif. Donc, résolument, on comprend que tous les pouvoirs de l'Union ont été bien évidemment la prolongation de l'approche de l'OUA, parce que la conférence des chefs d'État est restée l'organe de décision, d'impulsion, d'orientation, d'organisation, point, l'organe dirigeant de l'Union africaine. Vous avez soulevé ici des problèmes culturels, d'abord au plan politique. On a de gouvernement anti-constitutionnel, notamment l'article 30 de la charte. De sa logique souverainiste, parce que lorsqu'on dit le rejet de gouvernement anticonstitutionnel, les Africains s'intègrent d'abord dans leur culture de gouvernance. Les Africains partent. Pourquoi ils partent pour l'Europe? Ce n'est pas seulement parce qu'ils veulent être là où il y a nourriture et dormir, mais c'est aussi parce qu'ils veulent être. C'est le vrai problème de l'Afrique aujourd'hui. C'est pas de libéraliser les institutions pour permettre à la réflexion de s'installer. Des difficultés. Les autres. Au plan culturel, le DG a souligné ici une question. Non, moi je ne suis pas de l'avis qu'il faut qu'on dise à nos jeunes de ne pas accompagner Werason, de ne pas accompagner Kofi Olomide. Ça, c'est le socle de notre existence, de notre culture. C'est comme on a posé la question ici aujourd'hui. Lorsqu'on pose généralement la question à nos enfants ici, c'est qui le plus grand musicien du monde? Ils vont vous dire de tous les temps, Michael Jackson. Mais pourquoi Michael Jackson? Parce qu'ils nous ont appris à parler anglais, à comprendre l'anglais pour obliger nos jeunes à acheter ce que Michael Jackson produit. Nous ne devons pas avoir des jeunes à considérer que notre culture, nos architectes, nos artistes, nous devons les vendre. Mais ici, le vrai problème n'est pas celui-là, c'est de tenter d'endogénéiser notre vie au quotidien pour qu'on ne se plaigne pas chez les autres. C'est nous, regardez comment nous sommes habillés là. Autour de nous, c'est la Chine bien évidemment. On ne peut pas mesurer combien de millions de dollars partent chaque jour à l'étranger pour acheter les costumes que nous portons, pour acheter les habits que nos jeunes filles et nos mamans doivent porter pendant que nous leur avons bien évidemment appris que le pagne africain qui était produit ici est sauvage. Ça, c'est une question aussi d'éducation parce que l'intégration africaine se fera bien évidemment autour de l'économie lorsqu'elle sera africaine. À ce jour, moi, je ne suis pas un afro-pessimiste, je suis un panafricaniste, mais je suis en train de craindre que nous puissions encore replonger dans ce discours de plaintif, de faire croire à nos jeunes que le malheur de l'Afrique, c'est les autres. La Chine, elle a connu aussi la colonisation. Elle a oublié cette page-là et elle n'a plus besoin de l'enseigner pour raison d'existence, mais pour besoin d'histoire, parce que ses enfants doivent connaître. Mais ici, lorsque nous continuons de compter nos malheurs, nous les comptons en termes, bien évidemment, de ce que les Blancs nous ont colonisé. Mais le Congo, c'est 80 ans de Belges. Et 80 ans de Belges, même si vous voulez que l'on dise à nos jeunes ici que les chemins de fer ont été construits par les Africains. Non, les chemins de fer ont été construits par les Belges. Parce qu'en 80 ans, ils les ont construits. Ils sont partis, nous n'avons pas ajouté un seul mètre de chemin de fer. C'est la preuve que c'est eux qui les ont construits. Et nous avons exploité de la même façon les richesses qu'ils exploitaient là aujourd'hui. L'université que vous voyez a été construite par les Belges. Il y en avait 3 de très grandes dimensions dans ce pays. Après leur départ, tous les professeurs étaient logés ici dans de belles villas. On n'en a pas ajouté une seule. C'est ça la difficulté. C'est là que moi j'évite que l'on continue de dire à nos jeunes le malheur des Africains, c'est les autres. Il faut qu'on s'engage plutôt au service aujourd'hui et surtout
qu'on mette en place les principes d'une gouvernance responsable et d'une souveraineté respectable. Merci beaucoup pour la parole accordée. Je tenais à remercier le professeur Jean-Emmanuel Pondi. C'est la voix que j'entendais au début quand je suis venu à l'Université de Kinshasa. Oui, je vais me présenter. Je suis Georges Loualo, doctorant en relations internationales. Et je tenais à remercier le professeur Jean-Emmanuel d'être venu chez nous. Et en tout cas, c'est avec beaucoup de fierté que je vous suivais là. Donc, à monsieur le doyen aussi et à monsieur le DG de la TNC de nous l'avoir amené jusqu'ici. En tout cas, merci beaucoup. Alors, j'ai des petites questions. D'abord, le professeur Jean-Emmanuel a parlé des défis, notamment la question des mentalités et la question liée, je crois, aux frontières héritées de la colonisation, comme défis fondamentaux de l'intégration africaine. Est-ce qu'aujourd'hui, la transformation du système international tel que nous le voyons aujourd'hui, je fais allusion ici à ce qu'on appelle aujourd'hui piège des Thucydides, c'est-à-dire l'opposition qui met en exergue la Chine et les États-Unis. Vous êtes d'ailleurs revenu sur la question de l'Afrique comme marché, l'Afrique comme un continent qui a 45% des minéraux que l'on trouve dans le monde. Est-ce que cette transformation-là de ce système international n'est pas aussi ou ne peut pas être considérée comme un frein ou un défi de l'intégration africaine, parce que ces grandes puissances-là voudront toujours avoir l'Afrique comme les girons de compétition? Ça, c'est la première question. La deuxième question, vous êtes posé vous-même la question de savoir au nom de quoi les Européens étaient venus ici en Afrique tracer les frontières et nous assujettir à tout ce qu'on a connu ici en Afrique. Est-ce que la théorie de puissance en relations internationales, dans toutes ces expansions, ne répond pas à cette question-là? Parce que vous êtes aussi professeur de relations internationales. Merci beaucoup. Cher professeur, cher DG, cher doyen, cher orateur, je vous remercie de m'avoir accordé la parole. En tant qu'étudiant en deuxième graduat dans la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques administratives à l'université de Kinshasa, j'aimerais suggérer ceci. Tout au long de votre conférence, monsieur le professeur, nous avons compris que vous avez énuméré pourquoi les étudiants ne cherchent pas à se connaître ou à étudier pour connaître leur milieu ou connaître leur sens ou leur culture. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, vous avez, en parlant de tout ce que vous venez de dire, les étudiants éprouvent beaucoup de difficultés dans le sens de la recherche scientifique. Nous pouvons quand même amorcer avec la recherche scientifique dans quelle mesure nous nous habitons à des difficultés. Ma deuxième question est celle-ci. Auparavant, il y avait des bourses pour les étudiants. Aujourd'hui, nous éprouvons dans un hécatombe, on a suspendu les bourses, il n'y en a pas. Alors, nous pouvons quand même évoluer comment en tant qu'étudiants congolais tels que nous sommes? Je tiens d'abord à remercier les organisateurs. C'est une occasion que vous ne cessez de nous offrir pour que nous puissions nous exprimer en ce qui concerne l'Afrique. La première des questions, je voulais savoir, depuis quand vous avez constaté que nos systèmes éducatifs ne nous aident pas? Et qu'avez-vous déjà fait? Avez-vous déjà entré en contact avec le gouvernement? Si oui, où en sommes-nous? Parce que je m'adresse aux experts que vous êtes là. On ne devait pas entendre encore les Occidentaux pour venir nous dire « changeons nos systèmes éducatifs ». Deuxièmement, par rapport aux frontières, monsieur le professeur, déjà, je vous ai suivi, vous avez parlé déjà en 1963, où il y a eu la création de l'Union africaine, de l'OIA. Je vous informe aussi, en 1963 toujours, que le Rwanda avait demandé qu'on puisse refaire la frontière. Cette fois-là, c'était dans l'idée qu'il puisse récupérer une partie chez nous au Congo. Pensez-vous, s'il faut refaire, est-ce que les Africains doivent s'attendre
Je remercie le professeur Chilumba pour ses remarques, ses observations et pour ses suggestions également. Je tiens à dire ici que je suis la dernière personne à dire que ce qui arrive à l'Afrique est de la faute des non-africains. Je suis la dernière personne à le dire. Non, la dernière, je dis bien. Je crois que les fautes sont partagées. Je pense que les attitudes sont partagées. Mais si vous avez bien suivi ce que j'ai dit, je suis revenu sur notre manière de penser à nous. Je n'ai pas parlé de la manière de penser des autres. Je dis à nous par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre attitude d'autoflagellation, qui est souvent celle qui se manifeste chez les Africains. L'autoflagellation. Ça fait 35 ans que je fais des conférences. Chaque fois que j'ai dit qu'il faut une Afrique digne, fière, debout et autonome, ma première contradiction automatique, ce sont les Africains. Professeur, mais vous êtes un doux rêveur. Ça n'arrivera jamais. Tout ce que vous dites là, ce sont des rêves irréalisables. Mais quand on a cette attitude, mais de quel développement vous parlez? C'est impossible. La première des choses, c'est d'abord d'être convaincu qu'on est libre et qu'on peut faire ce qu'on veut pour avancer sans demander aux autres. C'est ça la première. Même si c'est difficile, même si le contexte vous montre que c'est impossible, il faut y croire. Donc je suis la dernière personne à dire que ce qui nous arrive, c'est seulement de la faute des autres. Non, non, pas du tout. Mais j'apprécie beaucoup tout ce que vous avez dit. Je crois que c'est très pertinent. La résolution Utis Possidetis de Juris, dont vous avez parlé, qui dit que les frontières sont acceptées telles quelles, telles qu'héritées de la colonisation, bon, a été une contradiction totale, bien sûr, par rapport à l'idée d'intégration continentale, c'est évident. Mais la question, c'est celle de savoir, on va les reconfigurer à partir de quelle carte géographique. C'est ça, tout le problème se trouve à ce niveau. Ce n'est pas de ne pas les reconfigurer, mais quand on va les reconfigurer, chaque pays dira, d'accord, mais ajoutez encore un peu plus, parce que nous étions à tel niveau. Donc ça va créer d'autres problèmes. Donc je crois que l'outil Possidetis Juris, qui relève donc de la conférence du Caire de 1964, c'est la conférence du Caire de 1964 qui a entériné ceci et qui a été perçu par beaucoup d'analystes comme étant une trahison de l'idée même d'une intégration continentale. Ce que vous dites est vrai. Mais ma question c'est, ok, on aurait reconfiguré d'après quoi? D'après quelle carte? C'est un peu ça. Peut-être fallait-il... Moi, j'ai toujours prôné pour une conférence territoriale africaine. Mais ce n'est pas en 1964 qu'on aurait pu la faire, de mon point de vue. Maintenant, on peut commencer à la faire. On peut reconfigurer, parce que j'ai vu beaucoup de cartes d'Afrique qui ont 5 États. Je suis au regret de dire aussi que quand j'entends beaucoup de jeunes ici, je ne sais pas s'ils ont lu Cheikh Anta Diop, qui est très clair dans son ouvrage « Les fondements économiques et culturels d'un État fédéral africain d'Afrique noire ». Présence africaine 1960, où il est clair, il explique comment fonctionne un pareil État, selon quels critères et selon quelles modalités. Il est clair. Donc je vous invite à faire cet effort et à lire ce qu'il a à dire. Maintenant, pour ce qui est des frontières, je vous invite à lire Asiwaju, qui est un Nigérian, qui a écrit un classique. Parce qu'on ne peut pas toujours dire, oui, qu'est-ce que vous avez fait? Il faut vous donner la peine de chercher. Vous êtes dans la posture d'un cerveau qui cherche constamment. Dans le terme étudiant, il y a le verbe étudier. Donc vous devez constamment être en train d'acquérir des connaissances, même si le milieu est difficile, même si le contexte économique n'est pas favorable, c'est vrai, mais ça ne doit pas vous empêcher de le faire. Donc, Asiwaju a écrit un ouvrage qui s'appelle « Partitioned Africans, Ethnic Relations Across Africa's International Borders ». Les Africains partagés, les relations ethniques
au travers des frontières internationales de l'Afrique. C'est un classique. Il remet en question d'abord la légitimité de ces frontières qui, en général, divisent les mêmes familles, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Les mêmes familles sont divisées. Donc, ça doit être normalement un pont. Et pour la région, il n'y a jamais eu de frontière. Nous connaissons ça parce qu'au niveau du Cameroun, on a la frontière, on a la région des 3 frontières, Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale. Les familles qui vivent là-bas n'ont rien à faire avec vos histoires de frontières à Libreville ou Yaoundé ou Malabo. Ce n'est pas leur affaire. Ils vivent de manière familiale parce que c'est exactement les mêmes familles, le même sang. Donc ils n'ont pas de problème. Donc Assi Wadjou analyse tout cela. Bon, donc je pense qu'il faudrait regarder cela. Georges, le marché africain n'est-il pas un enjeu qui exacerbe l'incapacité de l'Afrique à se développer en termes d'intégration? Oui, bien sûr. Quand on dit qu'il y a un marché qui va s'ouvrir sur 1 milliard d'habitants, si vous n'avez pas la capacité de fournir à ces consommateurs, vous êtes à la merci des autres qui le feront. C'est pour ça qu'il faut se préparer maintenant. Mais il y a des puissances industrielles africaines. Il y en a bel et bien. L'Afrique du Sud produit 25% de toute la capacité industrielle du continent. L'Afrique du Sud. La moitié des routes goudronnées dans tout le continent africain sont en Afrique du Sud, par exemple. Bon, c'est pour dire que c'est une puissance. On peut faire des partenariats avec elle. Parce qu'on ne va pas tout reconstruire maintenant, des usines maintenant. C'est trop tard peut-être. En attendant, on peut faire des partenariats au lieu d'aller hors d'Afrique, chercher en Afrique. Et il y a des groupes industriels capables de fournir l'ensemble du continent. Il suffit de le chercher. Donc il faut une initiative africaine. Vous avez dit, Georges, que vous avez des problèmes d'argent pour trouver de quoi faire vos études. Je suis au regret de vous informer qu'à l'ère du digital, beaucoup de produits sont gratuits. Beaucoup. Le premier produit gratuit qui vous concerne directement, c'est l'histoire générale de l'Afrique en 8 volumes en open access. Open access veut dire que vous pouvez les télécharger gratuitement. Combien d'entre vous l'ont fait? Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. C'est gratuit. C'est l'histoire de l'Antiquité jusqu'aux années 80 de l'Afrique. Vous pouvez la voir. Ça ne demande pas d'argent. Mais pour nous les Africains, j'aimerais informer les uns et les autres que vous êtes ici, que nous sommes, que quand il s'agit d'acheter un bon costume, on trouve toujours de l'argent. Hein. Toujours. Un bon costume, belle paire de chaussures, cravate, on trouve de l'argent. Les mèches, c'est la même chose. Il y a les mèches brésiliennes, péruviennes, indiennes, etc. Le marché des mèches, à l'heure actuelle, c'est 7,5 milliards de dollars par an. 7,5 milliards de dollars. Bon, comment trouve-t-on de l'argent pour ça? Mais jamais pour acheter des livres. Je n'indexe pas les filles. Non, je dis les hommes aussi sont dans la même logique. Or, pour avancer, le véritable moteur du développement, c'est quoi? C'est le savoir, la pensée et l'innovation. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas que l'Afrique investisse dans ce domaine. Nous-mêmes, nos propres dirigeants d'experts publics ne souhaitent peut-être pas que ce soit fait. Pourquoi? Parce qu'il y a des partenariats où ils ont quelque chose. Quand on importe le riz, on importe les pâtes, on importe ceci, cela. C'est un business où on verse quelque chose aux apporteurs d'affaires. Mais la vérité, c'est quoi, mesdames et messieurs? Je vais vous donner une statistique qui va vous choquer. Mais vous allez pouvoir vérifier. Si vous avez un laptop avec vous, vous ouvrez, vous vérifiez. Aujourd'hui, en 2021, je ne dis pas il y a 10 ans, l'Afrique a 800 millions d'hectares
cultivables, non cultivés. 800 millions. Et nous importons plus de 50 milliards de dollars de riz et de pâtes et tout ça par an. Si vous trouvez qu'il y a une logique là-dedans, faites-le moi savoir. Donc, nous avons les moyens de faire un certain nombre de choses. Mais ce sont des options publiques. Et il faut donc que nous soyons conscientisés, c'est-à-dire nos décideurs publics doivent comprendre qu'on ne peut plus continuer dans la voie de la subordination des autres. D'accord? Beaucoup disent un pays comme le Cameroun était au même niveau que la Corée il y a 40 ans, etc. Je dis non, pas du tout. C'est une illusion. L'Afrique n'est pas au même niveau que l'Orient. Pourquoi? Parce que les Orientaux ont gardé leur spiritualité, leur religion et leur personnalité. Est-ce le cas pour vous? Non. Non et non. Donc on n'est pas au même niveau. J'entends toujours ça, oui, la Corée, ceci, cela, la Corée du Sud et peut-être le Congo étaient au même niveau. Vous n'étiez pas au même niveau. Puisque vos bases de raisonnement sont déjà fausses. Une base de raisonnement qui dit je ne suis rien, je ne vaux rien et je ne peux rien, n'est pas une base de raisonnement pour avancer. Or, la majeure partie d'entre nous, hélas, le pense. Un Asiatique ne le pensera jamais. Et quand il se présente à vous, même s'il parle français, jamais il vous dira qu'il est francophone. Il vous dit, je suis coréen. Pour les francophones, il vous dira, je suis vietnamien. Quand un japonais qui parle anglais se présente à vous, jamais il vous dira qu'il est anglophone. Jamais. Il vous dira, je suis japonais. Mais nous, les Africains, on a créé des catégories. C'est quoi être francophone ou anglophone? Nous avons adopté cela à la chicotte. Aucun de nos parents n'a accepté de parler cela volontairement. Si oui, dans votre famille, levez la main pour me dire lequel de vos arrière-grands-parents a accepté ça. Personne. Donc je dis, il faut faire très attention. L'économie, c'est bien, c'est important, mais il faut l'allier à la culture pour comprendre où est le problème. Si on ne fait pas ça, on est sur des hypothèses qui ne sont pas correctes, à mon avis. Maintenant, il y a eu un problème un peu théorique qui m'a été posé. Je suis professeur de sciences politiques. J'ai parlé du fait que le rapport de force, je crois, pourquoi est-ce qu'on n'a pas appliqué, c'était... Il m'a dit, bon, la réponse se trouve dans la théorie, je crois. Voilà. La puissance. Il faut faire très attention. Le droit international, dit positif, est un droit à géométrie variable. C'est un droit qui positionne le droit du vainqueur sur le vaincu dans le système occidental. Le traité de Versailles du 28 juin 1919 est la traduction d'un rapport de force entre des pays occidentaux. D'un côté, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, c'est-à-dire les gagnants, et de l'autre côté, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, c'est-à-dire les perdants. Pour le premier groupe, c'est le droit positif. Mais pour le deuxième groupe, ça ne peut pas être le droit positif. C'est le droit qui va les inciter à la revanche. Et c'est à cause de la Première Guerre mondiale que nous avons la Deuxième Guerre mondiale. À cause des modalités de règlement de ce conflit, seront créées les conditions pour la Deuxième Guerre mondiale. Le droit africain ne réfléchit pas de cette manière. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mauvais. Je n'apporte pas un jugement de valeur. Mais le droit en Afrique a un objectif, qui n'est pas de sélectionner et de punir le coupable en donnant tous les droits aux vainqueurs, ce qu'on appelle en anglais « the winner takes all strategy ». Ce n'est pas ça le droit africain. Le droit africain, c'est un droit réparateur. L'objectif du droit africain, c'est de rétablir l'harmonie sociétale au sein d'une communauté. Point.
c'est très différent. Je répète, l'objectif du droit traditionnel africain n'est pas de trouver qui a raison et qui a tort, de punir celui qui a tort et de donner toute sa gloire à celui qui a raison. Ce n'est pas ça le droit africain. Le problème du droit africain, c'est que l'ordre sociétal a été troublé, a été dérangé. Il faut rectifier ce dysfonctionnement en réintroduisant une symbiose sociétale. C'est pour ça qu'à la fin, il y a toujours une cérémonie où les anciens protagonistes font la paix en prenant un engagement pour dire à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Donc, c'est un droit de la réconciliation. On s'assure donc qu'à partir de ce moment-là, le problème est réglé pour les générations qui viennent. Bon, c'est très important de comprendre ceci, parce que c'est deux modalités d'approche qui n'ont rien à voir. Bon. Maintenant, quand on prend la théorie de la puissance, bon, si vous voulez qu'on parle des théories, moi je pense que ces théories ont été faites pour des contextes qui n'ont rien à voir avec nous. La théorie réaliste, par exemple, bon, quand vous prenez la théorie réaliste, il est clair qu'elle s'appuie à partir de 1947, où elle a été présentée, Politics Among Nations, hein, Hans Morgenthau, c'est lui qui aux États-Unis qui a produit le livre qui s'appelle Politics Among Nations. La théorie réaliste dit quoi? La puissance est basée autour de la puissance militaire, qu'on appelle hard power, la puissance forte. La puissance faible, soft power, c'est la puissance économique. C'est ce que dit la théorie réaliste. Et que l'État, l'intérêt de l'État, est ce pourquoi un État fonctionne pour sauvegarder ses intérêts et les préserver en toutes circonstances. Et en plus, les réalistes disent que la gestion de l'État n'a rien à voir avec la gestion d'une famille. On parle donc de l'intérêt supérieur de l'État pour lequel on est prêt à tous les sacrifices, y compris à engager la bombe atomique. Donc c'est une approche militariste. Donc si vous voulez que je dise que c'est à cause de ça qu'on a été vaincu, moi je dis non. Pas nécessairement. Pas nécessairement, peut-être seulement, mais pas nécessairement. Parce qu'en 1973, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans le choc pétrolier de septembre 1973. Le choc pétrolier, il est économique, il n'est pas militaire. Les États-Unis se retrouvent du mauvais côté de la négociation. Sachez que, et ça vous ne le savez pas, ceux qui vont être à la manœuvre du choc pétrolier, ce sont les Africains. 4 pays d'Afrique qui vont organiser le choc pétrolier. Il s'agit de qui? La Libye, dont le bouillant colonel est arrivé au pouvoir le 1er septembre 1969. Nous sommes en 1973 là. Il y a la Libye. Il y a l'Algérie de M. Bouteflika. Le ministre des Affaires étrangères d'Algérie s'appelle Bouteflika et le président s'appelle Ouari Boumedienne. Il y a le Gabon et il y a le Nigeria. Ce sont les 4 pays. Ils demandent que le prix du pétrole soit quadruplé parce qu'ils sont à une conférence à Alger, la conférence des non-alignés. C'est là que ça commence. Et la conférence des non-alignés va introduire une clause qui s'appelle la clause de souveraineté économique, disant que les biens économiques du sous-sol appartiennent au pays et non aux multinationales. Ça, nous sommes en août 1973. C'est cette clause qui va maintenant se transformer en choc pétrolier. Commencé par l'Algérie, appuyé par la Libye et ensuite le Nigeria et le Gabon. Voilà les 4 pays. On ne vous dira jamais ça. Parce qu'on vous dit, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez jamais être maître de votre... Mais ça s'est fait. Ça s'est fait. Et il se trouve que, en sortant de la conférence des non-alignés, c'est encore l'Algérie qui va présider l'Assemblée générale des Nations unies cette même année. Et c'est ce qui va donc leur donner la prolongation depuis le mouvement des non-alignés pour le contrôle du Conseil de l'Assemblée générale des Nations unies. C'est là qu'ils vont introduire donc le choc pétrolier. Et ils disent aux gens, bon écoutez, quand on dit ça au ministre du pétrole d'Arabie Saoudite,
qui s'appelle Cheikh Yamani. Cheikh Yamani. On lui dit, bon, on veut quadrupler les prix du pétrole. Il dit, mais ça, on cherche notre mort. C'est impossible. Les Américains vont venir nous bombarder. Les Africains demandent aux Saoudiens une chose, de ne pas les trahir. Et c'est comme ça qu'ils vont convoquer la réunion de l'OPEC en couverture à Vienne pour valider la hausse du prix du pétrole. Et quand le pétrole arrive en quadruplement du prix, les Américains demandent aux Saoudiens de garder l'ancien prix. Les Saoudiens disent, nous ne pouvons pas, c'est une résolution de l'OPEP. Et c'est comme ça donc qu'il y a le plus grand transfert de pétrodollars dans l'histoire de l'humanité en faveur de qui? De l'Arabie Saoudite. Mais aussi de l'Algérie, mais aussi du Nigeria. Et c'est comme ça que le Nigeria va jouer dans les comanques pour finir la crise du Libéria et la crise de la Sierra Leone grâce à cet argent. Donc on doit arrêter de nous dire, vous ne pouvez rien faire. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut oser le faire. Et quand vous osez, vous arrivez. Parce que vous avez une vision claire, une détermination et surtout une conviction que vous êtes dans le vrai. Voilà ce que je voulais dire. Bon, je pense que les autres questions, c'était plutôt des problèmes locaux hein, que vous allez régler ici entre vous. Je pense que monsieur le doyen étant là, il a entendu tous vos griefs et j'ai cru entendre que... J'ai vu voir qu'il a noté des choses. D'accord? Donc je ne suis pas habilité à venir m'immiscer dans votre vie quotidienne et faire des commentaires. En cela, je crois que c'est pas... Pour un invité à une conférence, ce n'est pas diplomatique. J'ai été directeur d'un institut d'études diplomatiques. Je pense que ce n'est pas ce qui est attendu de moi. Mais je dis, ceux qui sont en position de le faire ont pris note. Je vous remercie.